Donc aujourd'hui, on se voit pour vous parler un peu de la feuille de route pour industrialiser les cas d'usage. Mais avant ça, je vais me présenter vraiment en 3 phrases. Je suis Abdelaziz Joudar, président et consultant data depuis quelques décennies maintenant. Et j'aurai le plaisir d'animer cette session avec ma collègue Ornel, qui est manager aujourd'hui, qui s'occupe du volet data science. Donc voilà une toute petite intro en quelques phrases pour vous dire que, en ce qui concerne la data, on est vraiment au début de l'histoire. Et s'il y a 2 informations importantes à retenir, c'est que la data, les volumes de manière générale planétaire doublent quasiment tous les 18 mois. 2 autres informations importantes, 40% des données, aujourd'hui, les données exploitables ne sont pas encore identifiées. Donc ça donne une idée sur le gisement et sur toutes les opérations qu'on aura à faire. Et puis 75%, aujourd'hui, les entreprises sont totalement convaincues de l'avantage concurrentiel que peut avoir de la data. Donc si on est vraiment au début de l'histoire, si la data va apporter énormément de choses, il faut, de notre point de vue, industrialiser un peu les opérations autour de la data. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Avant de vous parler des cas d'usage, de leur lancement, mise en œuvre, déploiement, etc., chez Data Value, on préfère poser le cadre. Et pour poser le cadre, donc il faut vous parler un peu de la stratégie. Beaucoup d'entreprises, on a vu les 5 dernières années, se sont lancées avec certains des succès inestimables et d'autres avec fracas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de cadre global et de méthodologie globale. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment le reflet de nos projets, de nos retours d'expérience chez nos clients. Pour nous, pour poser vraiment la démarche pluriannuelle, réussir et sécuriser l'ensemble des investissements, il faut absolument passer par les étapes qu'on vous présente sur le slide. Ces étapes relèvent plutôt de la logique. La méthodologie n'est pas gravée dans le marbre, donc tout peut s'adapter à la taille de l'entreprise, à son organisation, à sa complexité, à son secteur, etc. Et pour nous, l'étape la plus importante, c'est la vision. Pourquoi la vision ? La vision, c'est une étape de 2-3 semaines qui se fait généralement avec la direction générale et qui pose le cadre des programmes data. Comment poser le cadre des programmes data ? Vous savez aujourd'hui que beaucoup d'entreprises, notamment les entreprises plateformes, les Uber et je ne citerai que ceux-là parce qu'il y en a des centaines qui peuvent être cités, sont essentiellement basées sur la data et l'exploitation de la data. Amazon, mais il y a plein de petites PME très dynamiques, des ETI, etc. Donc on ne parlera pas que des gros. Mais la vision pose un peu le cadre. Qu'est-ce que l'entreprise souhaite faire de sa data ? Est-ce qu'elle souhaite monter une plateforme basée sur la data ? Est-ce qu'elle souhaite se concentrer sur les cas d'usage, des cas d'usage très orientés métiers, ciblés, déployables, avec un retour sur investissement pertinent et rapide ? Est-ce qu'elle veut faire les deux ? C'est généralement une mission de 2 semaines qu'on pose avec la direction générale pour réfléchir un peu sur les programmes data et ce qu'on souhaite faire. La deuxième étape qui pour nous est très importante, c'est l'étape cas d'usage. Cas d'usage, pourquoi cas d'usage ? On ne va pas jusqu'au déploiement. Là, je fais le tour de mes métiers, je fais le recensement, je fais le chiffrage, je fais le time to market, je calcule le retour des investissements et surtout je priorise parce que quand il s'agit de cas d'usage, il faut absolument avoir à l'esprit les cas d'usage avec le retour d'investissement, le ROI le plus simple et puis le déploiement le plus important. À travers les cas d'usage, on essaie d'avoir ces licornes internes qui demain vont booster l'entreprise, booster ses revenus, booster son déploiement à l'international. Et c'est ce qu'on essaie à travers cette étape. Et puis une fois que les 2 étapes, les cas d'usage, ce que je vais pouvoir produire pour mes métiers et ma vision sont clarifiées et posées, à ce moment-là, je m'attaque à ce que vous voyez en bas, l'organisation. C'est toute l'organisation humaine qui accompagne avec les process, avec les rôles, avec les responsabilités, le déploiement des cas d'usage. Et c'est dans ce cadre-là que je vais choisir mes fournisseurs, que je vais mettre en place mon organisation, mes Scrum, leur positionnement, mes PO, proxy PO, recruter mon CDO, poser le cadre, la réglementation et cette animation data qui va se faire à l'échelle de l'entreprise. Une fois que je vais poser ce cadre-là,
je vais également identifier mes chantiers de change, de conduite de changement qu'il faut absolument lancer au niveau de l'entreprise. Pourquoi le change? Parce qu'on a vu beaucoup de nos clients qui ont lancé de superbes programmes les années 2015, 16, 17 et aujourd'hui, tout est parti à la poubelle parce qu'il n'y avait pas cette dimension humaine, cette dimension accompagnement qui impulsait la dynamique data au sein de l'entreprise. Et puis, une fois qu'on a posé le cadre, à la fois humain, la trajectoire, je vais attaquer ce que vous voyez en gris, les deux étapes qui pour nous sont hyper importantes. Là, d'abord, l'étape data management. C'est l'étape qui va faire connaissance, je dirais, à l'intérieur de l'entreprise avec les données. Et quand je dis faire connaissance, qui va cartographier la donnée, qui va identifier les sensibilités, qui va identifier les complexités pour la faire venir, l'emmagasiner, l'harmoniser, etc. Et puis qui va également traiter les chantiers importants de la gouvernance. Et quand on parle de gouvernance, c'est mes référentiels structurants pour l'entreprise, le client, le contrat, l'organisation, l'article, le fournisseur, etc., etc. Toute la dimension importante autour de laquelle je vais structurer mes domaines. Et puis, une fois qu'on a posé ce cadre-là, c'est les autres dimensions du data management. C'est la qualité, c'est le tagging, c'est l'organisation de mes données. Avant, donc, pour ceux qui ont quelques cheveux blancs comme moi, se rappeler un peu des data warehouse. Donc, j'avais le domaine temporaire, j'avais la donnée élémentaire, historisée, j'avais les agrégats, j'avais la donnée technique, etc. Dans le cas des data lakes, on va opérer de la même manière. Organiser mes données de manière à avoir un paysage assez clair qui me permet d'avoir non seulement la connaissance de toute ma donnée, mais surtout, aujourd'hui, la difficulté au sein des entreprises, c'est d'avoir quelque chose qui va tenir dans la durée. Pour pouvoir tenir dans la durée, donc, c'est ce qu'on a évoqué. Qualité, organisation, tagging, toutes ces dimensions qui vont permettre en tout cas à l'entreprise de maintenir la qualité sur la durée. Et une fois que j'ai fait ça, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, je parlerai de technique, data platform. Donc, on a fait la vision, on a fait les cas d'usage, on a fait le data management, on a fait l'organisation. Et c'est vraiment à la dernière étape, avant mes cas d'usage, que je vais parler de data platform. Data platform, c'est donc vraiment les infras qui vont demain contenir la donnée, qui vont faciliter son intégration, qui vont faciliter son déploiement, etc., etc. Donc, ne faites pas l'erreur, pour ceux en tout cas qui ont la charge et la responsabilité de déployer ce genre de projet, de démarrer par cette étape. Beaucoup de nos clients le payent très cher. Donc, tout l'investissement de 2-3 années a été mis à la poubelle. Donc, c'est vraiment la dernière étape. Et une fois que j'ai abordé cette étape, à ce moment-là, je commence à dérouler mes projets. Mes projets, là, on a aujourd'hui, je dirais, la chance de parler de vision client et de client 360. Donc, tous les projets clients qui concernent cette famille de cas d'usage seront déployés dans la première ligne du haut. Et là, je vais dérouler mes projets. D'abord, l'harmonisation de l'ossature principale qui est le client et toutes ses dimensions. Puis après, je vais attaquer mes opérations de segmentation, de churn, de persona, d'appétence produit, etc., etc. Et là, la liste est très longue, en tout cas des cas d'usage à destination des marketing. Donc, voilà un peu. Le retour d'expérience, c'est le reflet d'une vingtaine de projets importants chez nos clients que nous pourrons partager aujourd'hui avec vous. Sur la partie famille de cas d'usage, donc aujourd'hui ce qui nous intéresse, c'est vraiment la petite boule bleue cas d'usage, mais sur ce slide-là, on vous a présenté l'intégralité des familles de cas d'usage qui peuvent être déployées au sein d'une entreprise. Ornel va parler de ce cas-là, mais sachez que c'est aujourd'hui la famille de cas d'usage la plus mature dans les entreprises. Pourquoi? Parce que non seulement les marketeurs ont plus de budget, ont plus de recul, il y a la famille d'outillage est très très intéressante, mais c'est aussi la famille de cas d'usage qui apporte le retour sur investissement le plus rapide. Quand vous segmentez vos clients, vous arrivez à maintenir, je dirais, une rentabilité très rapidement sur les campagnes. Quand vous segmentez vos clients pour pouvoir faire du churn après, vous allez retenir très rapidement vos clients et le retour sur investissement est assez important. Et donc, c'est en tout cas une famille de cas d'usage sur lequel aujourd'hui l'entreprise a capitalisé, mais de manière assez importante, et sur lequel je vais laisser ma collègue Ornel vous parler d'un de nos clients
phare au niveau de la distribution, en tout cas féminine centre-ville, pour lequel Ornel a déroulé un certain nombre de cas d'usage donc sur cette partie-là, et je reviendrai pour clôturer la présentation. Je crois que le monsieur il avait une question. Une question, pardon. Dans votre présentation, ça m'avait l'air très. Ça avait l'air d'être des gros blocs. Ça m'avait pas l'air très itératif et très agile. L'agilité, sur le slide d'avant, oui bien sûr, on va en parler. Ça avait l'impression qu'il fallait tout faire avant. Non. C'est vraiment, une fois qu'on a déroulé la vision et qu'on a déroulé les cas d'usage, on peut, je dirais, estimer cette étape-là sur 3 mois au max. Là, on est dans un petit groupe. C'est pas l'ETI, mais c'est pas le groupe présent, je dirais, à l'échelle planétaire. Donc aujourd'hui, on a un petit groupe avec des métiers très, très clairement identifiés, avec des directions aussi pays qui peuvent parler pour les autres. Donc on a sur 3 mois, puis après, le reste, même si les barres sont pluriannuelles, je fais par coup. Une fois que j'ai installé mon change management, le change management, c'est essentiellement de l'agilité aujourd'hui pour pouvoir casser les silos, faire vite et produire rapidement des cas montrables. Mais c'est essentiellement l'agilité qui est l'objet du change management. Au-delà de l'organisation, des process, des responsabilités qu'il faut faire connaître et puis avoir cette animation, c'est essentiellement l'agilité dans les projets qu'il faut introduire. Donc on est vraiment sur du concret, très rapide, etc. Et on peut faire après les cas d'usage les uns après les autres, tout en démarrant par les plus simples. La réponse convient? J'ai quand même l'impression qu'il faut avoir pensé tous les use cases à l'avance. Merci. J'ai quand même l'impression qu'il faut avoir pensé tous les use cases à l'avance. Ça sort 3 mois pour les ponts avant de commencer à travailler. Et si on se rend compte qu'on n'est pas itératif, on n'a pas de temps, si on revient sur les choses après. C'est contre-intuitif pour moi. On aurait pu faire démarrer la barre du bas, l'organisation, après les use cases. Mais elle démarre en même temps pour dire que je commence à travailler mon agilité et ma préparation de mes équipes pendant la phase de recensement de cas d'usage. Dans un groupe, je dirais, normal, je ne vais pas donner de nom, on est sur une vingtaine, trentaine de cas d'usage priorisés. Dès cette étape-là, je suis en train d'identifier, mais en même temps, il y a le CDO là, qui a été recruté et qui commence déjà à installer son organisation, qui commence déjà à préparer les équipes de delivery, mais quand on lance, je dirais, le premier cas d'usage, j'ai déjà mon organisation qui a travaillé pendant 2-3 mois sur l'agilité et la préparation. Et après, je ne fais que dérouler les retours d'expérience et agencer mes process et mettre à jour ce qui fonctionne, mettre à jour ce qui ne fonctionne pas et maintenir, sécuriser et sanctuariser ce qui fonctionne. Aujourd'hui, on est essentiellement sur ce cas-là, mais tout est agile. Hein. C'est pour cela qu'on démarre la partie organisation dès la fin de la vision. Je vous en prie. Donc voilà, on est là, toi. Donc bonjour, je mets à ma taille. Merci. Donc bonjour, moi je vais vous présenter donc un retour d'expérience par rapport à ce que vient de présenter donc notre chef, Abdelaziz. Donc il s'agit ici d'une enseigne française de retail, prêt-à-porter féminin, qui a été fondée dans les années 70, qui a actuellement environ, on va dire, 500 magasins et qui est présente dans un peu plus de 25 pays actuellement. Donc le contexte du client ici, c'était quoi les enjeux? Si vous voulez, c'est une entreprise qui nativement vraiment développait la plupart de ses logiciels en interne, ne faisait pas appel à des solutions externes telles qu'on les connaît aujourd'hui, vraiment tout ce qui est innovation, je ne vais pas citer des noms, mais voilà, on va dire des architectures par exemple cloud. Et donc ils ont vraiment voulu éviter, on va dire, l'effet Nokia pour ne pas les citer, j'espère qu'on ne va pas me poser de problème avec ça. Mais littéralement, si vous savez un peu ce qui s'est passé avec les smartphones, à l'avènement voilà, des smartphones, des écrans tactiles et tout ça, Nokia vraiment ils étaient à la pointe des choses. Mais ils se sont dit non, les Apple ils vont se cracher, les Samsung ils vont se cracher, donc il n'y a pas besoin de suivre, moi je marche très bien comme je suis, ça fonctionne très bien aujourd'hui.
Sauf que là, ce client, ils ont vraiment voulu éviter ce phénomène-là, sachant qu'aujourd'hui, la majorité de leurs concurrents, vous avez certains qui ont même en fait des cabines connectées, c'est-à-dire vraiment, vous allez en fait dans une cabine d'essayage, vous avez en fait des écrans sur lesquels vous pouvez appuyer si vous avez besoin de changer un pantalon, si vous avez besoin d'une nouvelle taille, ce genre de choses. Donc vraiment, le CEO en tout cas, il a pensé à mettre l'innovation au centre de leur stratégie. Et c'est donc par rapport à ça qu'ils ont fait appel, ils ont mis en place ce projet. Et Data Value donc, les a accompagnés par rapport à ça. Donc vraiment l'objectif du client ici, c'est vraiment de mettre l'innovation, comme j'ai dit, au centre de la stratégie des différents métiers, surtout spécifiquement ce qui nous concerne ici, des équipes marketing qui vraiment avaient besoin aussi vraiment d'accéder à la donnée, sachant qu'ils devaient passer à chaque fois par les équipes SI avec tout ce qui est silotage, ce genre de choses, pour vraiment pouvoir lancer leurs études. Or, vous savez que ça devient un peu chronophage de devoir à chaque fois passer par le service en fait informatique, si on doit avoir accès en fait à la donnée CRM ou à la donnée DMP pour faire des choses. Donc concrètement, là, la première action à faire, c'était de leur mettre en place une plateforme sur laquelle vraiment les métiers pourraient accéder à la donnée en fait qui leur convient. Évidemment, derrière, il y avait en fait tout ce qui est notion de gouvernance avec le cataloguing pour savoir qui peut avoir accès à quoi, des points de vue sécurité. Donc c'est le genre d'objectif qu'avait ce client quand ils ont fait appel à nous. Et donc nous étant connus pour vraiment être des experts data, comme il l'a présenté tout à l'heure mon chef, depuis tout ce qui va être phase de stratégie, réflexion en fait autour des cas d'usage jusqu'à la phase en fait de déploiement de ces cas d'usage après implémentation, concrètement on a été choisi pour remplir ce projet, pour mener à bien ce projet. Donc je vais vous présenter spécifiquement 3 cas d'usage ici qui ont été menés pour l'équipe marketing. Le premier, c'est tout ce qui est persona client. Donc, c'est vraiment segmenter la base de cliente en fait du client, de l'entreprise, pour vraiment essayer de regrouper, créer des clusters, différents groupes qui permettront vraiment à l'équipe marketing d'avoir vraiment de visualiser dès le moment on va dire de la conception même d'un produit, de visualiser, ok, j'ai ce groupe par exemple, ils ont tendance à aimer, je sais pas moi, des vestes fuchsia comme moi, ou à aimer en fait à l'inverse des chaussures en fait plates, ou plutôt ont tendance à plus s'acheter en fait pendant les périodes en fait hivernales plutôt que estivales. C'est vraiment ce genre en fait de groupe de segmentation qu'avait besoin le client ici et qui a été mis en place. Un autre cas d'usage qui a été réalisé, c'est donc le scoring, ce qu'on appelle en fait le scoring en fait d'un produit, le scoring offre. Donc c'est savoir, c'est de calculer en fait la probabilité d'appétence qu'a une cliente par rapport à un certain produit, que le produit ait déjà été sur le marché ou voilà, que vraiment il n'ait pas encore été conçu ou qu'il soit en phase vraiment de solde. C'est vraiment ce scoring-là ici qui est intéressant pour les métiers, qui va leur permettre de pouvoir penser à des stratégies marketing, que ce soit en fait depuis la phase de conception d'un produit, c'est-à-dire est-ce que je vais pour cette année concevoir plus de pantalons parce que j'ai étudié en fait sur Instagram ce que les influenceuses en fait auront publié. Est-ce que dans 6 mois en fait c'est plus en fait je sais pas moi du rose qui sera en fait à la mode plutôt que du blanc. C'est vraiment prendre en compte tous ces éléments-là pour vraiment créer des produits qui soient non seulement en fait personnalisés par rapport à des clientes ou par rapport à des groupes de clientes, mais qui également en fait marcheront d'un point de vue business. Et le dernier, c'est le cycle de la LTV, un lifetime value, c'est le cycle de vie d'une cliente qui est très important pour les équipes marketing généralement. C'est vraiment c'est savoir, ok, j'ai dépensé en fait tel montant pour recruter une cliente pendant une campagne marketing. Au bout de combien de temps est-ce que cette cliente me sera rentable parce qu'elle aura acheté en fait telle quantité de produits. Voilà, donc ces 3 cas d'usage ont été réalisés, c'est juste des exemples, il y en a plus qui ont été faits, mais ça c'est les 3 en général qui sont très parlants pour tout ce qui est connaissance client 360. Donc la méthodologie qui a été mise en place pour réaliser ces cas d'usage, je vais rejoindre donc la remarque de monsieur tout à l'heure par rapport à ce que disait mon chef, c'est vraiment en fait généralement une méthodologie en fait itérative. Donc quand on a un cas d'usage, les cas d'usage ils ont été présentés, ils ont été réfléchis en amont parce que généralement il y en a plusieurs, il faut les prioriser, il faut voir en fait donc et généralement aussi en fonction de la donnée qui va être disponible, il y a plein de critères en fait qu'il faut prendre en compte pour faire cette priorisation Et une fois que donc la priorisation elle a été faite, mais il y a des cas d'usage qui sont commencés. Donc ça dépend généralement en fonction de l'équipe qui est en place. On peut faire en fait des cas d'usage de façon parallèle comme on peut en faire séquentiellement, du 1 à 1, du one shot. Généralement, on va commencer bien évidemment par la compréhension du sujet. Parce que voilà, on reste quand même des techniques. Avec un certain niveau de seniorité, évidemment, on a la connaissance métier, comme moi. Mais il y a des juniors, des fois, dans l'équipe. Donc, il y a besoin en général d'une phase d'acculturation
Vraiment, ils ont besoin de monter en compétence sur le métier parce que faire des modèles d'un point de vue mathématique, oui, c'est très bien, c'est joli, c'est waouh. Mais derrière, si concrètement, d'un point de vue métier, il n'y a pas de résultat concret, ça ne parle pas au métier, j'ai envie de dire, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il y a toujours cette phase en fait, de cadrage pour comprendre le métier, pour bien définir les besoins surtout, pour cadrer le périmètre et savoir en fait c'est quoi les attendus, définir les KPI en fait intéressants pour le métier. Une fois que cette phase en fait est faite, qu'il y a une note de cadrage qui est livrée, et ensuite, littéralement, on met la main dans le cambouis. Les données sont mises à disposition, c'est sont à disposition. Des fois, il faut aller les chercher par scrapping, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Donc là, il faut vraiment comprendre les données, il faut déterminer avec les métiers, évidemment. Et là, on travaille toujours avec les métiers, c'est ça aussi le but de la chose. Parce que là, on n'est pas non plus en mode vraiment cycle V où on développe un produit et à la fin, le client il peut aimer comme il peut ne pas aimer, on jette tout à la poubelle. C'est vraiment, on travaille avec le client en accompagnement et généralement, on fait ce qu'on appelle même du peer programming dans tout ce qui va être programmation ou même compréhension en fait, de ce qu'on fait d'un point de vue modèle. Donc pour la compréhension des données, ça revient à déterminer les données avec les métiers qu'on va utiliser. Une fois que ces données en fait, sont déterminées, ont été récupérées, on les prépare, c'est-à-dire on les nettoie, on les homologue, on les met à disposition des métiers, pour d'autres métiers si besoin. On les met bien comme il faut, on les normalise, elles sont bien clean. Et une fois que c'est fait, il y a la phase en fait en général d'analyse exploratoire. Donc l'exploration, c'est tout ce qui va être statistique. Donc regarder par exemple quels critères est lié à quels critères. Est-ce que ça sert en fait d'un point de vue en fait modélisation de garder en fait 10 critères plutôt qu'en garder 100, sachant que derrière il faut prendre aussi en général il faut prendre compte de tout ce qui va être performance en fait du modèle. D'un point de vue même aussi ressources machines. Parce que c'est vrai généralement aujourd'hui, ce qui est à la mode, on va parler de deep learning, on va parler en fait de machine learning, sachant que le deep learning, je vais amener une petite correction en général. Le deep learning fait partie du machine learning. Donc le deep learning en général, si vous voulez, ça demande en fait tellement de travail de ressources machines que des fois, si vous avez des projets tels que le scoring par exemple, qui doit être tourné, on va dire généralement, de façon hebdomadaire, à chaque fois qu'on doit concevoir un produit par exemple, si vous voulez, d'un point de vue ressources machines, d'un point de vue coût, ce n'est pas intéressant pour un client. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on est allé par exemple par rapport au scoring produit plutôt sur en fait des modèles on va dire classiques tels que du Random Forest ou du XGBoost, plutôt qu'en fait des réseaux de neurones. Une fois que cette préparation d'analyse exploratoire est faite, regarder en fait quels critères est lié à quel, etc. Modéliser le problème, ça c'est l'étape 5. Une fois que cette solution a été mise en place, le modèle a été fait par les data scientists et les data engineers, après il y a la phase en fait d'intégration dans le SI du client. Donc évidemment, en général, ça se fait en fait par des tests, il faut faire des tests, il faut faire des automatisations, c'est tout ce qui va être intégration continue, c'est vraiment la phase en fait de DevOps. Et ça, une fois que c'est fait, il y a le transfert de connaissances à la fin, sachant que ici, quand on met transfert de connaissances là, c'est vraiment c'est on va dire une sorte de mini-formation parce que justement comme j'ai dit au fil de l'eau, nous ce qu'on préconise à nos clients en général c'est de faire vraiment du peer programming. Donc à chaque fois qu'on va développer, qu'on va avancer sur les projets, sur la mise en place de différents modèles, on travaille avec le client, on fait des points hebdomadaires, des fois il vient même s'asseoir, on va développer avec lui, on va lui expliquer ce qu'on est en train de faire, ce qui fait qu'à la fin, à la phase de transfert de compétences plutôt finale si vous voulez, il sait concrètement en fait ce que fait déjà le modèle, c'est vraiment juste vérifier que les KPI qui avaient été définis au départ à la phase 1 sont respectés. Voilà. Et évidemment, c'est du travail agile, parce que des fois, on se rend compte qu'il faut optimiser. Là, on a un test d'appétence, par exemple, je sais pas, on a le modèle qui est exact à du 85%. Le client, finalement, il décide, non, je veux du 90%. Il faut voir si nous, on peut, évidemment, parce qu'il y a le cadrage qui a été fait au départ. Si c'est possible, on revient encore à la phase de compréhension des données, parce qu'on se rend compte qu'on va chercher, on va voir s'il y a d'autres données qui peuvent jouer, améliorer le modèle comme le veut le client. Et donc, pour terminer, les bénéfices qui ont été réalisés donc, pour le client, c'est littéralement c'est ça. C'est ce que voulait le CEO donc, de l'entreprise, mettre l'innovation au centre vraiment de la stratégie, de sa stratégie. C'est que quand on donne son nom, quand on entend en fait, parler de leur marque, on les associe en fait, au grand du nom, qu'on sache que ok, ils sont aujourd'hui vraiment à la page en termes d'innovation, en termes de big data, en termes d'intelligence artificielle. Et donc, il y a aussi également eu d'autres optimisations par rapport d'un point de vue en fait, métier. Tout ce qui est équipe marketing, par exemple. On a la proximité en fait, client qui a été vraiment, comme j'ai dit, améliorée. Donc, parce qu'on connaît mieux le client, on le maîtrise mieux. Les produits qui sont conçus sont personnalisés.
pareil, quand on parle de newsletter ou qu'on parle en fait de soldes, ce genre de choses, ben, ils savent concrètement voilà, à qui envoyer en fait tel produit ou tel plutôt autre produit. Dès le début de la conception en fait, des produits, ça c'est fait, ils prennent en compte vraiment les remarques des clients, ce que veulent faire les clients. Et littéralement, tout a été rempli et je répondrai à les questions ensuite parce que j'ai mon chef qui me regarde, j'ai trop parlé. Je vais le laisser prendre la parole. Merci. Écoutez, vraiment pour finir, pour ceux qui ne connaissent pas DataValue, sachez qu'on est un cabinet totalement spécialisé sur la data. On intervient sur toute la chaîne de valeur, du conseil très amont jusqu'à la mise en œuvre des projets. Aujourd'hui, on accompagne beaucoup de grands clients. Nos clients sur Paris sont essentiellement la grosse administration, certains ministères, l'armée, les finances, la douane et plusieurs agences de l'État pour ne citer que cela. Et puis on travaille pour beaucoup de clients du domaine du privé, le luxe, l'industrie, les services. Et puis une belle percée dans le BFA, la banque, finance, assurance. Pour finir, sachez qu'un énorme effort a été fait par DataValue pour publier un peu nos retours d'expérience, plus de 6-7 livres blancs publiés depuis le démarrage de l'année. Donc, vous avez la possibilité de les scanner. Et pour ceux qui sont interrogatifs, donc tous nos canaux sont ouverts. Nos experts sont sur le stand B4 et on vous attend nombreux. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, des réflexions, indépendamment de toute problématique commerciale, venez nous voir. Nos experts sont là. Ils ont des réponses quasiment à tout ou presque. Voilà. Je vous remercie et puis j'aurai certainement le plaisir de vous rencontrer lors de nos prochains webinars qui s'étalent normalement de septembre à quasiment la fin de l'année, 4 ou 5 qui sont programmés, mais toujours sur les problématiques data qui intéressent vos projets. Voilà. Merci beaucoup.